Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour un entretien John Hogland, que les gens qui nous connaissent bien connaissent aussi, puisqu'il est déjà venu à une université d'automne de l'Union populaire républicaine. John Hogland est un universitaire britannique. Il a fait Oxford, c'est-à-dire les études les plus prestigieuses au Royaume-Uni. Il a également été... c'est un universitaire. Il vit en France depuis de très nombreuses années. Il parle un français impeccable, avec la matinée d'un léger accent britannique, mais nous aimerions tous parler aussi bien anglais qu'il parle français. John Hogland s'est rendu célèbre il y a quelques années par un livre qui était sorti en Angleterre, qui s'appelait The Tainted Source, c'est-à-dire la source corrompue de la construction européenne. Et John Hogland a été, on peut dire, un Brexiteur avant la lettre. Cet ouvrage a été traduit en français et publié chez François-Xavier de Guibert sous le titre La liberté des nations. Alors je crois qu'il est épuisé, le livre, mais vous pouvez toujours le trouver d'occasion, peut-être, ou sur Amazon, peut-être, je ne sais pas, ou sur eBay. Bienvenue, John. Merci. Alors, moi, je bois toujours vos paroles parce que vous êtes un esprit brillant, très clair, et sur la situation du Royaume-Uni. Déjà, alors, le Brexit a finalement eu lieu. Et en un mot, qu'est-ce que vous diriez de la situation aujourd'hui au Royaume-Uni sur cette affaire de Brexit? Les gens à lire la presse française, il y aurait des gens qui seraient extrêmement inquiets, qui regretteraient d'avoir voté. On en est où exactement? Oui, mais ça se dit depuis 2016, depuis le référendum. Mais il n'en est rien. Cette histoire, comme quoi les Britanniques regretteraient, elle est complètement fausse. D'abord, nous le voyons dans les scrutins. Il y a eu bien sûr le référendum de 2016, mais il y a eu deux scrutins ensuite, les européennes de 2019 et les législatives de 2019, décembre 2019, où les Britanniques ont redit ce qu'ils avaient dit en 2016, mais dans des proportions absolument gigantesques. Je veux dire par là qu'aux européennes en 2019, c'est le parti du Brexit de Nigel Farage qui a remporté tellement de sièges qu'il était, jusqu'avant le Brexit, il était, jusqu'au moment du Brexit, donc en janvier de cette année, de l'an dernier, il était la plus grande délégation nationale au sein du Parlement européen. Les conservateurs, eux, sous Mme May, étaient tombés à 9%. Donc c'était un vote clairement en faveur, un deuxième vote en faveur du Brexit. Et ensuite, bien sûr, les législatives de décembre 2019, où, comme tout le monde sait, Boris Johnson a été élu avec une majorité absolue de 80 sièges, la plus grande majorité depuis les années 80. Donc, cette histoire, ce mythe que les Britanniques auraient regretté en 2016, il est totalement faux. C'est un mensonge, tout simplement. Et les scrutins sont là pour le démontrer. Alors, au 31 janvier 2020, donc il y a près d'un an, Emmanuel Macron avait dit, c'était au moment où il y avait eu la sortie juridique, mais c'était donc il y a bientôt un an, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Monsieur Macron avait dit que c'était triste, le mensonge l'avait remporté, etc. Et puis alors je vois que maintenant que l'accord a eu lieu, alors que beaucoup pensaient qu'il n'y aurait pas d'accord, finalement l'accord a eu lieu. Et M. Macron n'a pas changé d'opinion puisqu'il a fait des déclarations récentes où il a parlé d'un malaise et des mensonges. C'est quoi la formule exacte? Il a dit dans ses vœux aux Français, ses vœux de Nouvel An, que le Brexit, que le Royaume-Uni quittait l'Union européenne et que c'était le fruit d'un malaise européen ou du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. Au moins, il sait de quoi il parle quand il évoque les mensonges et les fausses promesses. Et moi, j'étais assez épouvanté par cette déclaration parce que elle traduit une méconnaissance profonde de la réalité politique. Alors sans doute a-t-il ses propres arrière-pensées. Il ne veut pas sans doute que les Français commencent à avoir des idées. Je pense qu'il l'a dit dans cet esprit-là. Mais dire que le Brexit aurait été une sorte de feu de paille populiste, une sorte de spasme, n'est-ce pas, anti-élitiste ou anti-européen totalement éphémère, c'est un mensonge. C'est au contraire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai rappelé les trois scrutins,
c'est le fruit non pas d'un malaise européen, mais c'est le fruit de 30 ans de combat pour certains, ou même plus pour d'autres. Moi, en tout cas, je peux témoigner de 30 ans de combat dans ma modeste mesure, mais aussi à côté de ceux qui ont joué un rôle beaucoup plus important. Donc réduire tout cela à, encore une fois, un feu de paille populiste, ça relève tout simplement du mensonge. Et c'est absolument déplorable qu'il puisse dire une chose aussi énorme. Monsieur Macron mentirait, vous êtes sûr? Dites-moi, John. Non, mais il dévalorise, c'est fait pour insulter et pour dévaloriser ce qui est en fait un très long combat, très long combat. Et en fait, l'erreur d'analyse qu'il commet, c'est de confondre le Brexit et les Gilets jaunes. Il pense que le Brexit, c'est les Gilets jaunes. Il est d'ailleurs connu maintenant, n'est-ce pas, pour ses sorties, pour ses dérapages contre les Français réfractaires ou contestataires ou les 66 millions de procureurs, etc. Dont ses propres électeurs, d'ailleurs. Voilà, exactement, qui ont l'impudence de lui demander des comptes. C'est pas du tout dans cette optique-là qu'il faut voir le Brexit. Il y a eu bien évidemment un côté, oui, un élément populiste, surtout avec Farage. Mais on ne peut pas, encore une fois, réduire le Brexit à des gilets jaunes, aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était un mouvement qui était, si j'ai bien compris, les spectateurs connaissent ce mouvement mieux que moi, c'était un mouvement avec une sociologie assez particulière. C'était la France périphérique, c'était les gens qui se sentaient oubliés, etc. La France rurale, périurbaine, etc. Il n'en est pas de même pour le Brexit, vous le savez très bien. C'est au contraire un débat qui a créé un clivage au sein de toute la société britannique, de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y avait dans les couches les plus défavorisées ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, de même qu'il y avait des ministres, des anciens ministres au pouvoir, ex-ministres, qui eux aussi étaient pour ou contre. Donc on ne peut absolument pas réduire cela à un phénomène sociologique. C'est ridicule. Ce qui me frappe aussi beaucoup, j'en parle souvent quand je suis interrogé sur ce sujet, c'est que effectivement les élites économiques, les journaux, les médias étaient eux-mêmes divisés au Royaume-Uni. Oui. Le Daily Telegraph, mais aussi des tabloïds ont appelé à voter pour le Brexit. Alors qu'en France, toute la presse, bien sûr, tous les partis, c'est la grande différence. C'est la grande différence entre la France et le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, c'est elle qui explique en fait le Brexit. C'est que l'Europe n'a jamais fait unanimité au sein de la classe politique anglaise. Alors qu'en France, bien sûr, elle fait, avec quelques honorables exceptions, elle fait sinon unanimité. Elle est malheureusement très très majoritaire, n'est-ce pas, au sein de la. Alors ça resterait politique à démontrer, mais ce qui est vrai, au sein de je dis bien de la classe politique, la classe politique médiatique. Oui. Et même, je me rappelle, il y a eu 343 chefs d'entreprise. Pas du tout au sein de la population, nous le savons. Là aussi, nous avons les scrutins pour le démontrer. Référendum de 2005, référendum de Maastricht, etc. Non, la France, elle est à 50%, au moins. Ouais. Je me rappelle avoir vu, il y avait eu au moment du Brexit, il y avait eu 343, je crois, chefs d'entreprise qui avaient signé une lettre en appelant à voter pour le Brexit. Alors qu'en France, on n'imagine pas des centaines de chefs d'entreprise, de grandes entreprises ou moyennes appelés à voter pour le Frexit. Ça, c'est un décalage. Oui. Dites-moi, concrètement, parce que beaucoup de nous, là, on va avoir des centaines de milliers de spectateurs qui vont vous écouter. Et ce qui est terrible, c'est que vous ne passez pas dans les grands médias français. Dans les grands médias français, il n'y a que des témoignages en ce moment, des reportages à charge sur le Royaume-Uni et sur le Brexit. Un jour, on nous dit que les rayons de Marks & Spencer sont vides parce qu'il n'y a pas de sandwich venant du Royaume-Uni. C'est un effet du Frexit. Un autre jour, on nous explique qu'il allait y avoir des kilomètres et des kilomètres de files d'attente de camions, puis finalement, celles-ci n'ont pas eu lieu. Concrètement, comment vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni? Très concrètement, est-ce qu'il y a des problèmes vrais autres que conjoncturels qui se posent? Tout cela, c'est, si vous me permettez l'expression, c'est la poudre au pialin-pimpin, je crois. C'est la bonne expression. C'est-à-dire que c'est fait pour induire les gens en erreur. Tout cela est parfaitement absurde et d'ailleurs nous le savons puisque ce sont les mêmes gens qui par exemple nous racontaient, je me rappelle d'un article dans le Figaro qui racontait que la City avait perdu, c'était en 2000, je ne sais plus quelle année, 2019 je crois, que la City avait perdu 7000 emplois depuis 2016, donc depuis le vote. Alors que la réalité, c'est que le Royaume-Uni avait créé 35 000 emplois par an dans cette même période. Donc c'était littéralement, encore une fois, un mensonge. Alors pour ce qu'il y est de ce qui se passe maintenant,
excusez-moi, je redis que ce sont des mensonges, puisque le Covid a tout chamboulé. Il est impossible de savoir maintenant quels sont les effets immédiats du Brexit, s'il y a des files d'attente ou pas, s'il y a des plus de sandwich sur les rayons. Tout cela, ce n'est plus du tout dû au Brexit. C'est au contraire parce que le Covid a tout basculé, comme tout le monde sait. Donc il est simplement trop tôt. Je ne crois pas du tout à aux thèses catastrophiques, évidemment, mais affirmer que ceci ou cela serait dû au Brexit maintenant, dans les conditions actuelles que nous vivons, c'est complètement mensonger. La City n'a pas d'inquiétude parce qu'elle a été un peu mise à l'écart de l'accord qui a eu lieu. Oui, alors la City, oui, je crois comprendre que la City est en train de négocier, que Londres est en train de négocier aussi pour les services financiers et que ces négociations vont continuer encore un peu de temps. Mais là aussi, il est beaucoup trop tôt, surtout dans les conditions actuelles. Mais de toute façon, à propos de la City, oui, peut-être qu'il va y avoir des changements. Peut-être que la City n'aura plus le même accès, je ne sais pas, au marché européen qu'avant. Mais la City de Londres, qui est la plus grande place financière au monde, elle l'est depuis quelque chose comme 3 siècles. Ça date du XVIIe siècle, quand Londres a pris le relais d'Amsterdam. Donc il faut quand même raisonner dans le temps long. Je ne pense pas que du jour au lendemain, à cause du Brexit, que la City va disparaître. Peut-être qu'elle va perdre un peu de ses activités en Europe, mais elle en trouvera d'autres ailleurs dans le monde. C'est aussi simple que cela. Les services financiers étant justement il est excessivement facile de les commercialiser partout dans le monde, bien évidemment, par définition. Le gouvernement britannique continue à signer des accords de libre-échange avec tel ou tel pays à travers le monde. Oui. On n'en parle pas du tout en France, mais ça a bien lieu. Voilà. Le Royaume-Uni a repris, pas encore la totalité, mais je crois il me semble qu'il y a une 50aine d'accords commerciaux signés avec l'Union européenne, donc dans le cadre de la politique commerciale commune, et dont le Royaume-Uni a remplacé les 2 tiers déjà, je crois, par des accords copiés-collés pour le Royaume-Uni. Il y a quelque chose qui me frappe. Vous vivez en France. Encore une fois, tout le monde peut noter l'excellence de votre français. Vous voyez comme moi, on parle quand même assez régulièrement en France. Pratiquement tous les jours, il y a des informations sur le Royaume-Uni, et je note qu'elles sont quasiment systématiquement dépréciatives, narquoises, péjoratives. Il s'agit de dénigrer. Alors, ça va depuis la gestion de la pandémie qui donne des très mauvais résultats. Les résultats sont mauvais au Royaume-Uni, mais ils ne sont pas beaucoup meilleurs en France. D'ailleurs, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais on a l'impression d'une espèce de, comme disent les Allemands, de Schadenfreude, de joie maligne, dans nos médias, à toujours essayer de trouver où est-ce qu'on va pouvoir critiquer le Royaume-Uni. Et 2 choses sur ce sujet. La gestion de la pandémie, qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le Brexit? Et puis, comment se fait-il qu'il y ait tant de victimes par rapport enfin, un peu plus qu'en France, mais plus qu'en France? Et puis la deuxième question, c'est sur le maintien du Royaume-Uni. Oui. Parce que tous les jours, il y a des informations venant essentiellement d'Écosse et de Mme Sturgeon sur le thème bon, ça y est, c'est fini, le Royaume-Uni c'est terminé, l'Écosse va reprendre ses billes, va rentrer en Union européenne, et on voit que tous les commentateurs dans les journaux se frottent les mains face à ça. Alors, oui. Pour la pandémie, ça n'a évidemment absolument rien à voir avec le Brexit. La gestion, la mauvaise ou la bonne gestion, c'est totalement indépendant du Brexit. Le Brexit n'a strictement aucune incidence sur la pandémie. D'ailleurs, elle a commencé à se répandre quand le Royaume-Uni était encore dans la période de transition, donc où de fait, le pays était toujours membre, légalement en tout cas, enfin, non pas membre politiquement, mais juridiquement, toujours dans l'espace européen. Non, les mauvais chiffres qui sont effectivement supérieurs pour ce qui est des décès, il est de l'ordre de quelque chose comme 80 000, je crois, au Royaume-Uni contre... 90 000, je crois, il me semble. Peut-être 90 000 contre peut-être 20 000 de moins en France. Oui, 73 000, je crois, en France. Je pense que les chiffres sont supérieurs, malheureusement. C'est très simple. Il y a un grand problème d'obésité au Royaume-Uni. La malbouffe. Il y a beaucoup de gens obèses et tout le monde sait que le Covid est particulièrement létal pour les gens qui sont obèses ou qui souffrent de la diabète. Se rajoute à cela un système de santé qui, pour moi, est absolument épouvantable. Nous qui
sommes anglais qui vivons en France, nous voyons comment, même si elle peut avoir ses défauts, il peut avoir ses défauts, le système français est 1000 fois supérieur au système anglais, qui est un système totalement étatisé et qui est incapable de gérer ce genre de pandémie. Donc la gestion, elle est due à cela. Elle est due surtout à ces deux éléments. Là, et peut-être aussi à une certaine légèreté de Boris Johnson au début, qui n'a pas voulu faire de confinement. Il y a une opposition au confinement au Royaume-Uni? Oui, au sein du Parlement notamment. Au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a des députés conservateurs qui protestent contre. Mais en même temps, à la différence de la France, où il y a un vrai débat, un débat beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vigoureux qu'en Angleterre, avec, tout le monde connaît maintenant le professeur Raoult, les autres médecins réfractaires, le professeur Perron, Montagnier, etc. Ce qui les a rendus célèbres, c'est Internet, parce que je sais, mais enfin, néanmoins, le vaccinoscepticisme en France est très supérieur au vaccinoscepticisme britannique. Malheureusement, les Britanniques sont friands, ont jugé selon les sondages de ces vaccins qui sont proposés. Et je le déplore. Elle a vraiment été vaccinée, Sa Majesté Elisabeth II, oui, il paraît. Et son prince Philippe, parce qu'on a appris que... Mais on n'a pas vu la photo. Non, on n'a pas vu la photo, mais... C'est comme pour le pape François. Il paraît que... Donc moi, j'attends d'ailleurs qu'on nous apprenne un jour que M. Macron et son épouse, qui est d'âge à être vaccinée, ont été vaccinés, mais on l'apprendra comme ça sans voir la photo. Bon, alors... Alors, pour l'Écosse, c'est une question beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sérieuse. Et effectivement, cela arrive maintenant à l'ordre du jour politique. On en parle beaucoup en Angleterre comme en France. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a, oui, un parti nationaliste au pouvoir en Écosse, qui est un parti de gauche. C'est un peu comme les Catalans à Barcelone. C'est un peu le même profil politique. C'est un parti pour moi, c'est un parti de la fausse indépendance, puisque justement, tout comme les Catalans, les Écossais, les nationalistes affirment vouloir réintégrer l'Union européenne. Alors évidemment, cela est totalement incompatible avec l'indépendance nationale. Il faut préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, que l'Écosse, elle est toute petite, pas géographiquement. Géographiquement, elle est très grande, mais en termes de population, c'est tout petit, c'est 5 millions. C'est un département, pratiquement. Une région. Voilà. Une petite région, pas une grande région. En tout cas, par rapport à l'Angleterre, qui fait quelque chose comme 50 ou 60 millions. Donc, il y a peu de résidents en Écosse. Ça, c'est la première chose. Mais il est vrai que malheureusement, les nationalistes sont populaires et risquent de gagner les élections régionales, donc les élections au Parlement écossais, en mai 2021. Et Mme Sturgeon menace effectivement de faire un référendum illégal, si besoin, qui risquerait d'envenimer beaucoup Parce que de toute façon, celui qui décide, c'est le Premier ministre britannique. Oui, bien sûr. Personne d'autre ne peut le forcer. Enfin, le Parlement, oui. Oui. C'est le Parlement. Oui, britannique. Est-ce que la Chambre des communes pourrait forcer Boris Johnson à organiser un référendum? Non, pas maintenant, puisqu'il a une majorité de 80 sièges. Oui. Théoriquement, oui, mais en réalité, non. Non, mais ça veut dire que le Parlement local écossais n'a pas le moyen... Non, bien sûr que non, mais c'est comme en Catalogne. Non. Tout cela, le référendum de 2014 a été organisé avec l'accord de Londres. Cela avait été décidé, tout le monde était d'accord, et les nationalistes s'étaient engagés, bien sûr, à respecter le résultat, ce qu'ils ne font pas, et ils avaient même encouragé leurs partisans à voter en disant que c'était une chance en une génération, il n'y en aurait pas une autre. Alors maintenant, on voit que 4 ans après, ils veulent... David Cameron avait réussi ce référendum-là, et c'est parce qu'il avait réussi qu'il s'est dit « je vais aussi réussir celui sur l'UE ». Alors les Écossais disent « oui, mais maintenant les circonstances ont substantiellement changé, donc il faut le modifier ». Bon. Alors, en 2014, ils ont perdu surtout parce que l'indépendance qu'ils prenaient n'en était pas une. Indépendamment de la question européenne, ils voulaient garder et la livre et la reine. Donc, c'était on se demandait en fait en quoi consistait cette indépendance. Cette question de la livre, de la monnaie, va donc revenir, je crois, sur la table. Parce que si les nationalistes disent « nous voulons réintégrer l'Union européenne », cela suppose évidemment d'adopter l'euro. Alors l'euro n'est pas populaire en Angleterre, ni en Écosse d'ailleurs.
Donc, il n'est pas du tout inévitable que même dans le cas d'une victoire en mai, qu'ils gagnent le référendum s'ils en font un. Pour le moment, en tout cas, Boris Johnson a dit qu'il n'était pas question de refaire un référendum seulement 5 ou 6 ans après celui de 2014. Pays de Galles, Irlande du Nord, Alors, au Pays de Galles, il n'y a absolument aucune tentative de sécession. En Irlande du Nord, tout le monde connaît l'histoire douloureuse de l'Irlande du Nord. Pour le moment, les unionistes restent majoritaires. Voilà. Peut-être que le Brexit encouragera un certain rapprochement avec Dublin, mais celle-ci est déjà acquise depuis presque 20 ans. La situation n'est pas la même qu'elle ne l'était pendant les troubles. Alors j'ai vu, là, ces jours-ci, ça m'a fait rire, c'est que le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté refuse le statut diplomatique à la représentation de l'Union européenne en Angleterre. Oui. C'est quoi qui se cache derrière? Alors, c'est un plaisir. Peut-être. Je ne sais pas d'où ça vient. Cela m'a agréablement surpris. Parce que, bien sûr, le raisonnement consiste à dire que le Royaume-Uni n'accorde pas le statut d'ambassadeur à des organisations internationales. Et comme l'Union européenne est une organisation internationale comme l'OTAN ou comme l'OMC, eh bien, pourquoi un ambassadeur? Peut-être que cela est fait dans un esprit de négociation. Moi, je te donne ceci, tu me donnes cela. Peut-être que c'est une façon d'obtenir une concession sur un autre dossier. Je ne sais pas. Globalement, l'accord qui a été signé, vous en pensez quoi? J'ai vu que Nigel Farage, qui est toujours bougon, oui, qui est toujours insatisfait, a dit bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. C'est un bon procès. Alors Nigel Farage a été, c'est vraiment montré comme un vrai homme d'État, en fait, je trouve, au moment de l'accord, et puis aussi pendant les élections législatives de 2019. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à valider l'accord malgré ses défauts. Je pense aussi à mon vieil ami Bill Cash, qui est un député conservateur depuis 30 ou 40 ans, qui était l'un des premiers à mettre en question l'adhésion au Royaume-Uni et avec lequel je travaillais en tout cas à l'époque, par exemple, du référendum de Maastricht, du référendum en France, je veux dire, et du traité de Maastricht. Donc lui aussi a été globalement satisfait de cet accord. Il est vrai qu'il y a sur la pêche, par exemple, et sur l'Irlande du Nord, il y a des choses qu'on n'aurait pas souhaitées dans l'idéal, mais tout le monde sait d'où ça vient, tout le monde sait que il n'a pas été possible de trouver un accord meilleur que celui-là. Et donc, dans la mesure où le Royaume-Uni obtient un commerce libre, le libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, il obtient exactement ce qu'il veut, en fait, depuis 40 ou 50 ans. Ça a toujours été la logique britannique. Il aurait fallu ne pas intégrer l'Union européenne ou les communautés européennes en 1972, puisque le Royaume-Uni et les gouvernements successifs mensongers ont toujours raconté aux Britanniques qu'il ne s'agissait que d'un accord commercial et que c'était dans l'intérêt économique du pays d'intégrer cette institution. Donc voilà, après 40 ans ou 47 ans d'adhésion, le Royaume-Uni a finalement obtenu ce qu'en fait la classe politique dit à ses électeurs qu'elle veut depuis toujours. Les pêcheurs, on nous a dit qu'il y a des pêcheurs britanniques qui sont furieux, qui n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Y compris les Écossais d'ailleurs, puisque là aussi c'est un point faible du raisonnement écossais, puisqu'il y a beaucoup de pêcheurs en Écosse, et ils ont bien sûr des eaux territoriales absolument gigantesques. Ils seraient malheureux, ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils auraient souhaité, etc. Mais si les nationalistes écossais disent qu'ils voudraient intégrer l'Union européenne, eh bien cela présuppose qu'ils sont prêts à abandonner les eaux territoriales écossaises. Alors, ils sont mécontents. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a dit « nous récupérons nos eaux territoriales qui sont énormes ». Ça va jusqu'à 200 km de la côte. Dans la mer du Nord, par exemple, et l'Union européenne a obtenu que le Royaume-Uni ne puisse pêcher que 25% des ressources dans ses propres eaux territoriales. Donc c'est pas beaucoup, 25%. On devrait en avoir 100. Oui. Mais bon, c'est un accord transitoire qui va durer encore quelques années et puis on verra. Il fallait bien compromettre, faire des compromis. Bien sûr, mais tout le monde s'y attendait. Moi, en tout cas, je m'attendais à cela. Absolument. Donc globalement, vous êtes satisfait? Oui, oui. Et globalement, vous pensez que les Britanniques, aujourd'hui, il y aurait un vote, ils revoteraient pour le Brexit? Incontestablement. Il n'y a pas la moindre possibilité d'un doute
doute là-dessus. Je vous rappelle les 3 scrutins. Ils sont là pour le démontrer. Alors un dernier mot, parce que pour clore cet entretien, il y a un nouveau président des États-Unis. Oui. Ça ne vous a pas échappé. On avait beaucoup dit que Donald Trump était plutôt favorable au Brexit et qu'il était assez critique à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Il était très favorable au Brexit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Trump, absolument. Oui, pas plus tôt. Il était explicitement. Voilà. Oui. Biden, non. Voilà. Alors, comment ça va se passer là entre Biden? J'ai vu que Biden a été le premier chef d'État européen qui l'a téléphoné. C'est justement Boris Johnson. Enfin, le premier en dehors des Amériques. Oui, en dehors des Amériques. Voilà, mais en Europe, le premier chef d'État ou de gouvernement, ça a été Boris Johnson. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Écoutez, je pense que les rapports entre Johnson et Trump n'étaient pas ce qu'on pourrait croire. On disait trop facilement, ils étaient tous les deux populistes. Ce n'est pas vrai. Boris Johnson est beaucoup plus centriste. Trump était quand même assez à droite, même très à droite. Sur l'échiquier politique. Ça n'a jamais été la tasse de thé de Boris Johnson. Il est très libéral socialement et économiquement, bien sûr aussi. Et quand il avait été maire de Londres, par exemple, il avait férocement critiqué Trump, qui avait tenu des propos comme quoi il y avait des endroits dans Londres où on ne pouvait plus aller, etc. Et donc, les rapports personnels n'ont jamais été aussi proches qu'on pourrait le croire. Les rapports, tout le monde sait, entre le Royaume-Uni comme État et les États-Unis sont extrêmement profonds pour des raisons historiques, culturelles, institutionnelles, militaires, de renseignement, etc. Je peux le déplorer, mais je le constate comme observateur. Voilà. Et je pense que si le changement de président va avoir une influence, elle sera, on peut le déplorer, plutôt positive pour ces rapports. C'est-à-dire que ça ne va aucunement nuire au rapport transatlantique, bien au contraire. Ni au Brexit, parce que je me rappelle non, mais le Brexit est un fait. On ne peut plus. Oui, mais je me rappelle quand même que du temps d'Obama, Obama avait mouillé la chemise, comme on dit, pour aller même en Angleterre, oui, mais nous savons, pour appeler à voter contre le Brexit. C'est vrai, mais il est trop tard maintenant. Et les politiciens, nous le savons, ils sont capables d'oublier le passé, faire du en même temps. Voilà, de faire du en même temps, et puis de passer à autre chose. Et je pense que c'est ce que Biden va faire. John Ogland, merci d'être venu. Vous êtes positif, optimiste pour la suite de l'histoire au Royaume-Uni? Oui, mais nous le verrons dans quelques années. Dans quelques années. Voilà. Et vous pensez quand la pandémie sera passée. Oui, parce qu'il faut bien rappeler il faut bien rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que le Royaume-Uni maintenant ne donne plus du tout d'argent à l'Union européenne. Oui, et ça représente quelque chose comme 10 milliards par an, donc c'est pas rien. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez qu'ici, c'est une maison qui vous est acquise. Merci et que beaucoup. nous n'avons qu'un seul espoir, c'est vienne un jour le moment du Frexit. Alors, est-ce que c'est la France qui aura le même courage que les Britanniques, ou bien est-ce que c'est l'ensemble de l'édifice européiste qui s'effondrera? On n'en sait rien, mais ce qui est certain, c'est qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les jours sont de plus en plus comptés, à notre avis, pour l'Union européenne, notamment l'euro. Des crises très importantes menacent l'euro, notamment avec l'envol exponentiel de la dette de tous les États du fait de la Covid-19. Un mot à rajouter, John? Enfin, il y a tellement de choses à dire sur l'euro, mais vous disiez tout à l'heure, la presse commente, n'est-ce pas, les affaires au Royaume-Uni. Elle nous apprend que tout va mal. Je pense à l'euro qui saigne la France à blanc, et pas seulement la France, l'Italie aussi. Beaucoup d'économies en Europe, sur le continent, sont saignées à blanc par cette monnaie unique. Pas seulement avec la dette, mais avec la croissance zéro. Oui. Et imaginer dans cette circonstance-là que ça serait le Royaume-Uni qui souffrirait, c'est un contresens absolu. Merci, on terminera sur ce propos. Merci beaucoup, John. Merci. Au revoir.